Les catholiques traditionnalistes français se trouvent depuis longtemps divisés sur la question de la participation aux différentes élections qui se succèdent en France. Plusieurs objections graves sont données contre la possibilité même de se présenter à ces élections ou de voter pour quelque candidat que ce soit. Elles portent ces objections sur la moralité ou au moins sur l'utilité d'une telle participation. Les positions s'étagent depuis le devoir de ne jamais prendre part à une élection jusqu'à l'obligation qu'il y aurait toujours d'y participer en passant par de nombreuses positions intermédiaires. Nous n'avons pas la prétention de résoudre par un simple exposé, de trancher cette querelle ancienne sur laquelle d'éminents auteurs laïcs ou ecclésiastiques ont réfléchi et écrit. Mais notre contribution est d'essayer de considérer la question comme un cas de morale, comme un cas de la science, de cette science qu'est la morale, en essayant de regarder justement quelle est la moralité de placer un bulletin de vote dans une urne, alors que nous savons que ces élections se trouvent dans le cadre de la démocratie révolutionnaire actuelle. Pour le faire, nous allons, dans un premier temps, dire comment on fait, puisque vous n'avez pas fait normalement des études de morale, de théologie morale en tout cas. Nous allons rapidement indiquer comment on procède pour analyser, pour juger de la moralité d'un acte humain. Et ensuite, nous appliquerons ces principes à la question de la moralité du vote aux élections dans ce système politique actuel. Et en dernier lieu, nous étudierons la question de l'utilité du vote dans le cadre de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, premièrement, les principes de la moralité d'un acte humain. Tous les actes de l'homme ne méritent pas d'être appelés des actes humains. La digestion est un acte de l'homme, mais ce n'est pas un acte humain. Les actes humains sont ceux qui procèdent de la raison et de la volonté libre. À partir du moment où un acte est cependant un acte humain, c'est-à-dire un acte qui engage notre liberté, cet acte est nécessairement porteur d'une moralité. Tout acte que nous posons librement est porteur d'une moralité, c'est-à-dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Et évidemment, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont le devoir de porter, de faire des actes qui sont bons, qui sont selon la raison, et s'ils sont chrétiens, selon la raison éclairée par la foi, et non pas des actes mauvais. Qu'est-ce qui va faire donc que l'action réfléchie et libre, c'est-à-dire l'acte humain, digne de ce nom, qu'est-ce qui va faire que l'acte que je pose est un acte bon ou mauvais? C'est sa conformité à une règle qui ne dépend pas de nous, qui nous est donnée par Dieu. C'est la loi divine qui se traduit par la loi naturelle et éventuellement par la loi positive de Dieu. Donc, en agissant, nous devons conformer notre agir et nos actions à la loi divine. L'acte humain est bon s'il est posé en conformité avec les lois de la morale que la raison cherche à appliquer dans un cas particulier. C'est la vertu de prudence qui fait que nous appliquons dans telle ou telle circonstance les principes de la morale à un cas particulier. Considérons donc la structure de tout acte humain. Ce n'est pas très difficile, mais c'est important de bien comprendre. Dans tout acte humain, chers amis, nous trouvons trois choses qui sont l'objet de cet acte humain,
qui sont l'intention avec laquelle nous agissons et les circonstances dans lesquelles nous agissons. Qu'est-ce qu'on appelle l'objet? L'objet, c'est ce sur quoi porte essentiellement l'action que nous posons. Le voleur, eh bien, quand il prend le bien d'autrui dans un vol, ce sur quoi porte son action, c'est sur l'objet qu'il vole. Les circonstances sont, je passe rapidement, tout ce qui entoure l'action qui est posée. Ce n'est pas la même chose si je vole quelqu'un qui est dans une grande misère ou quelqu'un qui est très riche. Ça ne veut pas dire que j'ai raison de voler quelqu'un qui est très riche, mais la circonstance de voler un miséreux fait que l'acte sera plus grave que si je vole une personne qui est riche. Et puis l'intention, c'est le motif ou le but que je me propose. Si je vole pour m'amuser, la moralité n'est pas la même que si je vole pour éviter de mourir de faim. Et même voler pour éviter de mourir de faim dans certaines circonstances est tout à fait excusable, quand il n'y a pas d'autre possibilité. Donc l'acte bon est celui qui est entièrement conforme à la règle des mœurs. Si l'objet de mon action est mauvais, mon action sera certainement immorale, mais si l'intention que j'ai est mauvaise, même si mon action est bonne, eh bien mon intention mauvaise va vicier l'acte bon que je pose. Par exemple, je donne de l'argent à un pauvre qui est dans la rue, mais je le fais pour qu'on me voie et qu'on me dise comme cet homme-là est généreux, eh bien mon intention vicieuse va vicier l'acte bon que je pose. Et les circonstances peuvent également avoir une influence si grande que l'acte bon en lui-même que je pose peut être en réalité un acte mauvais. Par exemple, si je vais visiter chaque semaine un voisin qui est un voisin qui souffre et qui est sur son lit de souffrance, mais que je ne vais pas rendre visite à ma mère qui est elle-même dans un grave état de nécessité et qui a besoin de moi, eh bien, l'acte que je fais est un acte désordonné parce que je dois commencer par visiter ma mère qui a besoin de moi. Ce n'est pas dans l'ordre. Vous voyez, donc même les circonstances sont capables de rendre un acte qui théoriquement en lui-même est bon, mauvais. Voilà, ce n'est pas très difficile, mais il faut vraiment comprendre que dans toute analyse d'un acte humain, vous avez donc à considérer attentivement ces trois choses qui sont l'objet, l'intention et les circonstances. Application de ces principes au cas du vote dans les différentes élections en France sous la Ve République. Donc quels sont, chers amis, je fais l'application de ces principes, quels sont l'objet, l'intention et les circonstances dans lesquelles se fait le vote lorsque je vais déposer mon bulletin dans l'urne. Premièrement, l'intention, je vais passer très vite parce que je m'adresse à vous et je la suppose bonne. Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas que soit élu, si vous connaissez le candidat, votre petit copain, et vous votez parce que c'est votre petit copain sans avoir aucun égard à ses compétences. Si vous votez dans cette intention, votre intention est mauvaise et vous faites un péché. Parce que ce n'est pas le bien commun que vous recherchez, mais c'est votre bien particulier. Donc l'intention, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme but? Eh bien, c'est d'essayer de voter pour celui qui contribuera le mieux au bien commun de la circonscription et qui favorisera le mieux le travail de la Sainte Église catholique sur la circonscription. Voilà ce que vous devez rechercher pour que l'intention soit bonne. L'objet du vote. Alors, chers amis, avant de parler de l'objet du vote dans le cadre des institutions de la Ve République,
Je vais balayer une chose qui normalement ne présente pas de problème, je ne vois pas comment ça pourrait présenter de problème, c'est le vote en lui-même. Je pense que personne ne dit que même le vote en lui-même pourrait être une action mauvaise. Je ne vois pas comment le dire. Le vote est utilisé par les cardinaux pour élire le pape. Le vote, je dirais, dans les congrégations religieuses est extrêmement utilisé. C'est par des votes que les supérieurs sont élus. Dans des décisions importantes, le vote est utilisé. Même si vous prenez notre histoire de France, eh bien, ça ne se sait pas beaucoup, mais beaucoup de rois dans l'histoire de France ont été en réalité élus. Hein. Toute la deuxième partie des rois carolingiens sont tous des rois élus. Hein. Et Hugues Capet est élu, et Hugues Capet fait même élire de son vivant, et c'est son trait de génie, hein, il fait élire de son vivant son fils, de telle manière qu'on va passer comme ça à la monarchie, à la héréditaire, qui évite, effectivement, qui je pense est une supériorité au moins pour notre pays, et qui évite beaucoup de problèmes. Hein. Tout ça pour dire que, de toute façon, on n'a pas tellement d'autres choix, hein. À moins que Dieu, comme dans l'Ancien Testament, ne désigne lui-même, comme il a désigné Saul ou David, et dans ces cas-là, voilà, Dieu désigne, mais si Dieu ne désigne pas au début d'une dynastie, eh bien, il faut qu'il y ait un vote. Hein. Donc on voit bien que le vote en lui-même, personne ne peut dire raisonnablement qu'il est mauvais. Par contre, alors, le problème, on va voir, se pose très réellement, hein, pour des raisons qui sont sérieuses, dans le cadre des institutions qui sont les nôtres. Alors, je vais maintenant essayer et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça, de définir quel est l'objet précis du vote quand voilà, les municipales arrivent, hein, vous vous dites je veux essayer de voter pour ces élections, quel est l'objet précis que je dois rechercher pour pouvoir bien voter? Est-ce que, chers amis, vous allez voter pour les qualités physiques de tel ou tel candidat, parce que Emmanuel Macron a de jolis yeux bleus? Non, vous n'allez pas voter pour les qualités physiques du candidat, même si vous pouvez vous dire que, tant qu'à faire, c'est mieux que le candidat présente bien, et ça n'est quand même pas très déterminant. Deuxième question, est-ce que vous allez voter à cause des qualités morales du candidat? C'est-à-dire que vous vous dites, ce candidat, c'est un candidat sérieux, c'est un candidat généreux, c'est un candidat peut-être catholique, pieux, voilà. Et donc vous regardez les qualités morales et vous vous dites, de tous les candidats, c'est la personne dont les qualités morales sont les plus grandes. Est-ce que c'est le motif qui va vous faire voter pour ce candidat? La réponse est négative. Parce que ce candidat, s'il n'a pas des idées politiques qui sont des idées politiques qui sont suffisamment claires, avec la vertu de prudence qui fait qu'il va appliquer comme il le faut ses idées politiques à la circonscription dans laquelle il veut être élu, eh bien, ces qualités morales ne suffiront pas. Nous avons dans l'histoire de l'Église, avant Boniface VIII, un pape qui est saint, qui a été élu. L'Église avait besoin de trouver un saint parce qu'il y avait beaucoup de désordre, et ils sont allés chercher un malheureux ermite de Calabre qu'ils ont promu, c'est Saint Célestin. Et le pauvre ermite, vous vous rendez compte, sortant de sa grotte, ne connaissant absolument rien aux histoires de l'Église, s'est retrouvé mais complètement perdu sur le trône de pierre. Il a fini par démissionner. Voilà. Donc les qualités morales ne suffisent pas. Hein. Je dis, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc nous ne sommes pas encore parvenus à atteindre l'objet de mon vote. Est-ce que l'objet de mon vote, ce sont les idées politiques, le programme politique du candidat pour lequel je pense? Voilà. J'ai vu que ce candidat-là, il est, je ne sais pas de quel parti il est, mais il est pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il est pour l'abolition de la franc-maçonnerie, il est contre la loi Taubira, il est contre la loi Veil. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que c'est
c'est pour ce candidat-là, à cause de ce programme, que je dois voter. Est-ce que c'est ça qui est l'objet du vote? Eh bien, cette fois-ci, je vais peut-être vous étonner, ma réponse, elle est de nouveau négative. Parce que, je m'explique, pourquoi? Si je n'ai pas fait le tour de tous les candidats qui sont là, écoutez bien, hein, même si parfois c'est très facile de faire le tour de tous les candidats, je raisonne in abstracto, hein, si vous n'avez pas fait le tour de tous les candidats, pour voir quel était le programme de chacun des candidats, les qualités morales de chacun des candidats, et que vous en avez simplement vu un petit peu au jugé en pensant que c'était le meilleur, mais que vous n'avez pas fait une comparaison entre les différents candidats avec leur programme et leur qualité morale, eh bien, vous êtes en soi, vous êtes imprudent. Et donc, vous ne pouvez pas porter un acte prudent en votant, parce que vous n'avez pas fait cette comparaison qui consiste à dire, voilà, monsieur un tel pense ceci, madame un tel pense ceci, monsieur un tel a telle qualité, madame un tel a telle qualité, et je fais une comparaison de ces différents candidats, et non seulement je fais une comparaison, mais je fais aussi un pronostic. C'est-à-dire que je me dis, eh bien, voilà, je les connais un petit peu, je vois un petit peu comment ils sont, et je me dis, voilà comment cette personne risque d'agir pendant son mandat, et telle autre personne comme ça. Donc finalement, quel est l'objet du vote, mes chers amis? L'objet du vote, c'est le bien relatif auquel j'espère que tel candidat aura, que tel candidat fera par rapport à tous les autres candidats. Je répète parce que c'est important, c'est le bien relatif que je pense, que j'espère, que j'escompte, et qui viendra de ce que tel candidat, avec son programme politique et ses qualités morales, mettra en œuvre par rapport aux autres candidats. Et nous verrons à quel point cette définition de l'objet du vote est importante et permet déjà de réfuter un certain nombre d'objections qu'on fait par rapport au vote, du type, eh bien, on emploie par exemple l'expression quand deux candidats sont mauvais, eh bien, on essaie de trouver le moins mauvais, hein, et on va faire la politique du moindre mal. Et on est gêné parce qu'on se dit, bah oui, mais je vais faire le mal en votant pour un candidat qui est mauvais, mais on n'a jamais le droit de faire le mal pour obtenir un bien. Et je pense que ça n'est pas bien raisonné de raisonner comme ça, parce que dans tout acte que vous posez, vous cherchez toujours un bien. Ça peut être un bien, vous pouvez vous tromper sur la nature du bien, ça peut être un bien très relatif, mais vous cherchez toujours un bien. Donc en réalité, le problème se pose comme ça, même entre deux mauvais candidats, qu'est-ce que vous cherchez? Vous dites, bah, celui-là, il fera mal, celui-là, il fera mal aussi, mais probablement celui-là fera moins mal que l'autre, hein, et vous cherchez ce bien relatif toujours, qui fait que tel candidat fera moins mal que l'autre, et donc c'est un bien relatif que vous cherchez. Donc ça, c'est par rapport à l'objet. Intention, objet. Et maintenant, je parle du plus difficile, hein, et qui vaut dans les institutions de la Ve République, c'est la question des circonstances dans lesquelles le vote se fait dans les institutions de la Ve République. Hein. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les circonstances peuvent être telles qu'elles rendent mauvais un acte qui normalement est bon. Or, les circonstances que je vais vous décrire, accrochez-vous, elles sont catastrophiques. Catastrophiques. La première circonstance, c'est quoi? C'est que nous sommes dans ces institutions, nous ne les avons pas choisies, mais ces institutions sont, je pense que tout le monde en est d'accord, elles sont nées d'une façon illégitime et violente, hein, en coupant la tête au roi, hein, en effaçant d'un trait de plume et d'une façon révolutionnaire des institutions qui étaient nées d'une façon naturelle, traditionnelle, qui avaient été bénites par l'Église à travers des siècles et des siècles
de royauté. Donc c'est tout à fait illégitime de casser tout ça, hein, et de mettre au panier, hein, ces institutions qui étaient nées naturellement selon la tradition de la meilleure manière qui existait. Hein. La conférence de Madame Marion Sigaud l'a très bien montré. Et donc, ma question, est-ce que j'ai le droit de cautionner par mon vote des institutions qui sont nées d'une façon illégitime? Première question. Deuxième question, non seulement les institutions qui sont nées en 89 sont dans leur naissance, dans leur origine illégitime, mais en plus elles sont fondées, et je passe le mot, elles sont fondées sur un principe hérétique, le principe de la souveraineté populaire. Parce que Dieu nous dit quoi? Dieu nous dit toute autorité vient de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit à Pilate, qui se vante de son pouvoir, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné de Dieu. » Donc nous croyons à l'autorité de droit divin. Si Dieu est Dieu, c'est Dieu qui est à l'origine de tout pouvoir. Or, que nous dit la démocratie moderne, révolutionnaire? Elle nous dit non. Maintenant, le pouvoir, il est dans le peuple, et même lorsque le peuple désigne ses candidats, le pouvoir reste dans le peuple. Le pouvoir est dans le peuple, c'est une hérésie. C'est l'hérésie de la souveraineté populaire. Donc, deuxième circonstance de ces institutions que je vais plus ou moins cautionner en mettant mon bulletin dans l'urne, deuxième circonstance, c'est une caution qui est donnée à un principe hérétique, le principe de la souveraineté populaire. Je vais vite, parce qu'il y a beaucoup à dire. Je pourrais longuement vous citer les papes, d'une part, pour montrer la condamnation qu'on trouve par exemple dans le syllabus du principe de la souveraineté populaire, et montrer à quel point la doctrine de Rousseau, puisque ça vient de lui, est une doctrine infernale. Infernale, fausse, pleine de fourberie et d'hypocrisie. Troisième circonstance, dans lesquelles se trouve mon vote, que je le veuille ou non, troisième circonstance, c'est ce fameux suffrage universel, qui a été appelé par Pie IX, j'ai la citation, mensonge universel, et qui sur le principe est d'une grande absurdité. Donner, vous voyez, vous êtes dans cette salle, on a nos petits jeunes qui auront bientôt 18 ans, et même si ce sont des militants pleins d'espérance, je dirais, il n'est pas normal, et ils le comprennent très bien, qu'on donne le même pouvoir à un petit jeune de 18 ans pour élire quelqu'un, avec un monsieur Escada, qui a quand même des années d'analyse politique. Voilà, au nom de cette égalité destructrice et absurde, on donne à chacun la même capacité d'élire. C'est de la folie. Suffrage universel, mensonge universel, Pie IX ne se trompait pas en disant cela. Donc on est de nouveau dans un système que, plus ou moins, en œuvrant, on cautionne. Voilà. Autre critique, c'est la critique de ce que Maurras appelait les États confédérés, les 4 États confédérés, c'est-à-dire que le régime dans lequel nous trouvons est un régime où nous voyons apparaître des marionnettes, mais les marionnettes, elles ont besoin de marionnettistes pour pouvoir les mettre en œuvre. Pardonnez-moi ma référence, des marionnettistes. Mais ces marionnettistes, qui sont-ils? Eh bien, ils sont des gens qui, dans les coulisses, tirent les marionnettes. Et Maurras comptait 4 États confédérés, et moi je pense qu'aujourd'hui, il y a 7 États confédérés. C'est-à-dire qu'on a gagné 3 diables de plus. Et si vous voulez que je vous donne les noms, je vous les donnerai. On a 3 États confédérés en plus aujourd'hui, mais je vous laisse les deviner. C'est-à-dire que, voilà, donc les lobbies, les moyens de pression, les gens qui sont dans les loges, dans un sens large, eh bien, sont des gens qui ont, en définitive, et je dirais les conférences que nous avons entendues nous montrent des maires qui ont un pouvoir réel, mais qui en même temps sont complètement gênés aux entournures, par ces espèces de pouvoirs de pourriture,
hein, qui les empêche d'agir comme ils le pourraient. Et puis, pour terminer, il y en aurait d'autres à donner, eh bien, il y a le fait que nos ennemis, qu'est-ce qu'ils souhaitent de nous, hein? C'est de nous, j'ai une citation du Courrier de l'Ouest du 8 janvier 1888, qui est celle du grand maître du Grand Orient d'alors, qui s'appelle Jean-Robert Ragache. Et qu'est-ce qu'il dit avant les élections présidentielles? Il dit, peuple français, un seul mot d'ordre pour l'élection présidentielle, votez. Un seul mot d'ordre pour l'élection présidentielle, votez. Parce qu'effectivement, l'abstentionnisme, ils n'aiment pas ça. L'abstentionnisme, ils ne savent pas très bien comment le percevoir. Et pour eux, c'est une sorte de menace sourde de désamour de ce système par les Français. Alors, je m'arrête là dans l'énumération de ces circonstances plus désastreuses les unes que les autres, dans lesquelles se déroulent les élections de la Ve République. Et je dirais, nous ne pouvons pas en faire abstraction. Qu'on le veuille ou non, l'électeur le plus probe, l'électeur le plus réfléchi, qui aurait la possibilité de voter pour le candidat idéal qui existerait dans sa circonscription, votera dans des circonstances d'un système qui est pernicieux, hein, dans un système que nous abhorrons, dont nous voulons la destruction. Et si donc les circonstances, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons rappelé au début, constituent un élément moral suffisamment grave pour rendre mauvais un acte qui était bon selon son objet et son intention, n'y a-t-il pas une forte présomption, après avoir rappelé ces circonstances, que l'acte est vicié? Et que la question, elle se pose. Hein. Si nous cherchons à aller un petit peu au bout des choses, la question, elle se pose vraiment. Hein. Donc, je dirais, il faut quand même que nous en ayons conscience, hein, parce que c'est important. Alors, j'étudie maintenant, hein, la moralité du vote dans ces circonstances. Et donc, je vais d'abord utiliser, chers amis, j'en ai beaucoup et je les restreindrai, je vais d'abord utiliser l'argument d'autorité, même si je privilégierai après l'argument de raison, mais je pense que c'est important quand même de citer les grandes autorités de ceux qui nous ont précédés, hein, soit les papes avec leur autorité, soit les meilleurs de nos ancêtres de la contre-révolution, pour voir un petit peu leur manière de s'exprimer sur toutes ces questions. Je prends pas forcément dans l'ordre chronologique, mais un petit peu dans un ordre d'idées. Je commence par l'Action française. Hein, donc l'Action française, mouvement royaliste, notoirement anti-parlementaire, hein, qui les actes illégaux ne les effrayaient pas. Ils n'auraient pas mis comme moi sur le tract par tous les moyens moraux, même légaux. Non, par tous les moyens, même légaux, c'était suffisant. Hein. Donc, eh bien, l'Action française, elle ne va pas hésiter un seul instant à présenter Léon Daudet comme candidat à la députation. Il sera élu sur le 16e arrondissement. Non seulement l'Action française présente des candidats, mais elle appelle à voter en faveur des listes dont le programme comporte l'abolition des lois laïques. Et en 1920, pour la présidentielle, Maurras prend position en faveur de Deschanel, qui s'est déclaré favorable à la reprise des relations diplomatiques avec le Vatican. Première autorité. Deuxième autorité, très, très belle et très grande, Monseigneur Frépel, donc évêque d'Angers, qui va se faire élire député de Brest. Il est évêque, il se fait élire député. Ceux qui disent que j'ai rien à faire à cette tribune devraient se rappeler que dans le temps, quand les évêques étaient les évêques, il y avait des choses qui ne les gênaient pas trop. Mais enfin, je n'ai pas l'intention de me présenter à la députation pour autant. Voilà. Et donc, Monseigneur Frépel, donc après le fameux toast du cardinal Lavigerie en 1890, c'est l'adversaire résolu du ralliement souhaité par Léon XIII.
C'est lui qui va aller voir Léon XIII, il fallait du courage pour lui dire « Très Saint-Père, ce que vous êtes en train de faire va être catastrophique pour le pays ». Et il le lui dit. Il ne convainc pas Léon XIII malheureusement, mais il le lui dit. Donc c'est très intéressant comme cas parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est résolument opposé au ralliement, mais étant résolument opposé au ralliement, eh bien, il ne voit aucune contradiction à être député. Je dirais, vous voyez, je le dis parce que je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même pas mal de méconnaissances historiques, certains pensent que être hostile au ralliement, je suis hostile au ralliement, que être hostile au ralliement doit conduire nécessairement à s'abstenir de voter. Pas vrai. La preuve, Frépel. La preuve aussi, ce grand catholique, on en souhaite beaucoup comme lui, Émile Keller, qui est élu député en 1858, puis de nouveau en 1869, réélu en 76, en 77 et battu simplement en 81. Pour vous montrer que voilà, c'est plutôt un ami pour nous, qu'est-ce qu'il dit? La vraie nature du système républicain, elle est essentiellement maçonnique. Donc, adversaire résolu du ralliement, il écrit que le salut ne sera pas parlementaire mais militaire. Ça nous plaît plutôt, tout ça. Il est appelé le député du syllabus. Et voilà. Donc, et cet homme, eh bien, ne voit aussi aucune contradiction à être opposé au ralliement et à voter. Après, comme on en a magnifiquement parlé, je ne le dirai pas trop, mais je pense que vous l'avez retenu, le cas de Garcia Moreno. Garcia Moreno, mes chers amis, il va réformer en profondeur le système électoral de l'Équateur pour mettre en place l'élection par le suffrage universel. Pourquoi cela? Je cite le père Berthe. À ceux qui trouveraient, écoutez bien, à ceux qui trouveraient mauvais ce recours au suffrage universel, il faut répondre que dans les pays réduits au régime parlementaire, le meilleur système électoral est celui qui, vu les circonstances, produit une majorité de catholiques et d'honnêtes gens, investis par les peuples du pouvoir souverain afin de sauver la patrie agonisante. Garcia Moreno usait d'un droit strict en adoptant le moyen le plus apte à procurer le bien du pays. D'ailleurs, n'appliquait-il pas le principe fondamental du droit constitutionnel républicain, et comment des démocrates oseraient-ils invectiver contre un décret si flatteur pour le peuple souverain, leur idole? C'est effectivement un joli petit pied de nez à la fin. Monseigneur Lefebvre, dans son grand sermon, que tout le monde doit connaître, du 23 septembre 1979, s'adresse aux pères de famille. Vous qui êtes chef de famille, vous avez une grande responsabilité dans votre pays. Vous n'avez pas le droit de laisser votre pays envahi par le socialisme et le communisme. Vous n'en avez pas le droit ou vous n'êtes plus catholique. Vous devez militer au moment des élections pour avoir des maires catholiques. Ce n'est pas faire de la politique cela, ou plutôt c'est faire de la bonne politique, la politique comme l'ont fait les saints. Monseigneur Lefebvre. Et à propos de Jean-Marie Le Pen, que dit Monseigneur Lefebvre? Tout en regrettant qu'il méconnaisse le règne social du Christ, il dit au séminariste de Flavigny qu'il admire son courage et admet qu'on soutienne son combat politique. Monseigneur Lefebvre, Marcel de son prénom. Je pourrais longuement continuer, je vais maintenant prendre l'exemple peut-être le plus intéressant, Saint-Pie X. Saint-Pie X, dans une situation en Italie, je vais essayer de ne pas être très long, mais à mon avis, c'est quand même vraiment intéressant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la franc-maçonnerie, les Carbonari, au XIXe siècle en Italie, vont spolier les papes des États pontificaux. En 1860, eh bien, Pie IX se retrouve dans une situation terrible, au point que, étant spolié de ces États, parce que la franc-maçonnerie veut faire l'unité italienne, va donner aux Italiens une consigne électorale formelle qu'ils ne soient ni élus ni électeurs dans la politique italienne pour protester contre ce régime illégitime dans son origine, qui vient de faire l'unité italienne.
Pie IX dit aux Italiens, écoutez, ils viennent de spolier de la façon la plus honteuse et sacrilège hein, le pape de ces États, de ces territoires, donc vous ne pouvez pas faire de la politique dans ces institutions absolument illégitimes et sacrilèges, hein, et il punit d'excommunication ceux qui le feraient. Je rappelle le rôle détestable hein, de Napoléon III dans cette affaire. Léon XIII, le pape du ralliement en France, il va confirmer les dispositions de son prédécesseur. Les Italiens, vous ne pouvez pas participer aux élections en Italie, hein, dans ces institutions qui sont illégitimes dans leur origine. Et les catholiques italiens obéissent, hein, comprennent, suivent les directions pontificales. Attitude très digne, attitude très ferme, mais en même temps, il faut bien le constater, chers amis, l'histoire le montre, que la franc-maçonnerie eh bien, avait toute possibilité hein, d'étendre son champ, puisqu'il n'y avait aucune opposition des catholiques, donc va occuper les postes politiques et mener une offensive anti-catholique et anti-naturelle, hein, qui montre, à la fin du XIXe siècle, du règne de Léon XIII, une Italie qui est vraiment... mais qui est sur le point de sombrer dans l'anarchie et dans le communisme. Hein, parce qu'effectivement, la franc-maçonnerie... Et c'est très difficile, parce qu'on comprend très bien l'attitude de Pie IX et de Léon XIII. Hein, et en même temps, laissant le champ aux francs-maçons, eh bien, l'Italie est dévastée sur le plan politique. Et donc, voilà qu'arrive le cardinal Sarto à Venise, et vous voyez, le cardinal Sarto, eh bien, arrivant à Venise, donc le futur Saint Pie X, arrivant à Venise, il va décider il va accepter une alliance entre les catholiques à Venise et, on peut dire, les catholiques libéraux, je pense qu'on peut à peu près définir comme ça l'espèce de parti, je pense, contre les radicaux, et il va parvenir, en se donnant énormément de mal, et en priant beaucoup, à faire triompher les catholiques contre les radicaux à Venise. Mais peu après, il voit Léon XIII, et Léon XIII commence par le lui reprocher, en le disant « et le non expédite hein, », c'est-à-dire cette politique d'abstention, et ça, le futur Saint Pie X va lui exposer pourquoi il a fait ça, et à quel point c'est profitable pour Venise, à quel point ça éradique l'influence maçonnique sur Venise, et donc Léon XIII va reconnaître la justesse de ce qu'a fait le cardinal Sarto. Et ensuite, comme pape, eh bien, de plus en plus, Saint Pie X va introduire la dérogation au non expédite, c'est-à-dire à cette interdiction aux catholiques italiens de participer aux élections. Ce n'est pas lui qui supprimera, je crois, le non expédite, mais de plus en plus, il va élargir le champ pour que les catholiques italiens puissent participer aux élections et empêcher cette espèce d'Italie complètement maçonnique hein, qui existait auparavant. Donc c'est évidemment très intéressant parce que, je dirais, s'il y a bien quelqu'un hein, qui domine de toute sa sainteté, de toute son ampleur, le combat contre-révolutionnaire, c'est Saint Pie X, n'est-ce pas hein? Et Saint Pie X, voilà donc un petit peu comment il a agi. Voilà, donc j'arrête là pour les autorités, je pourrais vraiment donner beaucoup d'autres, mais je vais maintenant, je vous ai dit, je ne veux pas simplement par des arguments d'autorité, même s'ils sont très forts, et si pour les catholiques, les arguments d'autorité, qui sont ceux des papes, hein, doivent porter toutes leurs conséquences, hein, il n'y a pas forcément que des catholiques, et donc je voudrais résoudre, par contre, la question morale, il n'y a pas besoin. Tout homme hein, doit suivre la morale, donc tout homme doit essayer d'agir raisonnablement, au point que si on arrive à la conclusion que voter dans le système révolutionnaire est mauvais, eh bien on doit s'abstenir de voter.
Donc c'est pour ça qu'il faut résoudre la question de la moralité telle qu'elle se pose dans le contexte où nous nous trouvons. Alors, mes chers amis, donc, ce que je voudrais maintenant vous dire, c'est que, et c'est pour ça que tous ceux qui ont vraiment bien suivi, je pense, se comprendront bien maintenant, on peut avoir un acte humain qui a un effet bon. Cet effet bon, c'est par exemple le bien relatif, vous avez retenu, le bien relatif qui fait que tel candidat, nous pronostiquons qu'il s'en sortira mieux et qu'il applique que d'autres candidats, et ça aura comme conclusion de produire un bien relatif pour la circonscription où se trouve ce candidat. Hein, vous avez bien compris. Mais, donc, et ce que je veux, c'est ce bien relatif. Hein, donc mon acte par rapport à son objet, il est bon parce que je veux un bien relatif qui est vrai, hein, si je ne me trompe pas, bien sûr, dans l'étude que je fais des candidats. Mais il peut se trouver bien souvent qu'en cherchant un bien, cela entraîne comme conséquence indirecte qu'un mal se produise. Par exemple, le cas classique, hein, nous sommes en temps de guerre, hein, je reçois comme ordre de détruire un pont sur la Loire parce que les armées d'invasion vont l'emprunter. Hein, et donc c'est très grave parce que si la Loire est franchie, toute la France est aux armées ennemies. Donc j'ai tout à fait moralement le devoir d'obéir à l'ordre que je reçois de détruire le pont, même si je peux me dire « Oh, mais probablement ça va entraîner la mort de populations civiles qui peuvent se trouver à proximité du pont. » Mais, je dirais, j'obéis à mon ordre, je veux le bien qui consiste à empêcher l'armée d'invasion de s'introduire, et je ne veux pas ce mal qui consiste à ce que des morts risquent de survenir quand je vais détruire le pont. Hein. Et qu'est-ce qui fait que eh bien, je peux moralement détruire mon pont? C'est que le bien que je veux et que je recherche, c'est détruire le pont, et il se trouve qu'un mal que je ne veux nullement, et si je peux me débrouiller pour faire en sorte que ça ne se fera pas en le faisant plutôt la nuit que le jour, pour qu'il y ait moins de population, si je peux prendre, eh bien, j'essaie de l'éviter le plus possible. Hein, mais je peux le faire parce que je ne veux pas ce mal. Eh bien, dans le cas de ces élections, on se trouve en réalité dans cette circonstance. Je veux un bien. Ce bien relatif, hein, vous m'avez compris, c'est le bien qui résultera de ce que tel candidat, avec ses qualités morales, avec son bon programme politique, avec sa prudence, fera, je le pense vraiment, mieux que les autres. Mais en même temps, les circonstances, c'est vrai que j'ai parfaitement compris que cette démocratie révolutionnaire est mauvaise, hein, et je dirais, eh bien, en suivant le petit rituel républicain et en déposant mon bulletin dans l'urne, je fais fonctionner le système. Hein. Je donne une certaine caution au système. Hein. Et c'est vrai, je dirais, mais ce n'est pas ça que je veux. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, à l'occasion du geste bon, du geste que je fais pour un bien que je veux, eh bien, voilà, à cette occasion, il se produit que je donne une certaine caution, hein, et j'active d'une certaine manière le système de la démocratie révolutionnaire. Et est-ce que j'ai le droit de le faire? Ben, j'ai le droit de le faire, je reviens à mon exemple du pont et des victimes, j'ai le droit de le faire s'il y a une proportion, une espèce de pesée que je fais par rapport au bien que je recherche et au mal réel, hein, au mal réel que je ne veux pas, mais qui se produira quand même par cette caution, comme j'ai dit, hein, le grand maître du Grand Orient veut qu'on aille voter, hein, et par cette espèce de caution que je donne. Alors qu'est-ce que je dois faire dans ces circonstances? Je pense l'avoir démontré, hein, j'ai en soi la possibilité de voter parce que c'est un bien que je recherche, je ne veux pas ce mal, hein, et ce mal, eh bien, indirect se produit quand même à l'occasion de mon vote, mais je ne le veux pas. Par contre, je dois chercher le plus possible à diminuer
à diminuer cette espèce de caution. Peut-être qu'un terme meilleur serait possible que le terme caution, mais grosso modo, c'est quand même ça, hein, cette espèce de caution que je donne. Et comment je fais pour réduire le mal? Eh bien, je le fais, si je suis père de famille, hein, en expliquant bien à ma famille, à mes voisins, pourquoi je le fais, et pourquoi en même temps hein, je vomis hein, ces institutions démocratiques, révolutionnaires, illégitimes, le principe de la souveraineté populaire, le suffrage universel et tutti quanti. Hein. Voilà. Et si je suis en mesure, de par des responsabilités que j'ai dans un parti politique en particulier, hein, comme Civitas, eh bien je dirais je dois, et j'ai le devoir, hein, ça c'est vraiment important, mais c'est fait par Civitas, j'ai le devoir de dénoncer hein, toute cette démocratie révolutionnaire hein, anti-chrétienne, anti-religieuse. J'ai le devoir de le faire de telle manière que personne ne puisse dire « Ah mais les gens de Civitas, ils en prennent à leur aise hein, et ils donnent beaucoup de caution à la démocratie révolutionnaire, soit en votant, soit en se présentant aux élections. » Donc je dois dénoncer hein, les institutions. Et je dirais, quelles que soient les conséquences, je dois dénoncer, j'ai le devoir de dénoncer ces institutions lamentables. Voilà, donc vous voyez, je pense que c'est moralement, hein, c'est une analyse de morale que j'ai faite. Moralement, je pense que le problème se pose et se résout hein, de cette manière-là. Un petit mot avant de passer, puisque la deuxième question à laquelle je réponds, mais qui sera plus rapide, c'est la question de l'utilité du vote. Hein. Un petit mot sur le suffrage universel, parce qu'on peut trouver paradoxal que finalement le suffrage universel soit appelé mensonge universel, qu'un homme, je ne l'ai pas cité, mais vous voyez, quelqu'un qui a appelé à l'abstention en France, qui est un homme que nous vénérons, c'est le comte de Chambord. Il faudrait que je puisse mieux connaître ses écrits pour voir exactement tout ce qui est autour, si c'était une abstention totale, mais le comte de Chambord a appelé à l'abstention. C'est la seule grande autorité que j'ai trouvée qui vraiment appelle à l'abstention. Oui, mais une chose qui peut paraître paradoxale, c'est comment se fait-il que García Moreno établisse le suffrage universel dans son pays? Si vous avez bien écouté, il donne un petit peu les raisons. Eh bien, je vais vous l'expliquer, je pense que c'est important de le comprendre. C'est que on se trouve, vous voyez, je dirais, pour Pie IX, quand il dit mensonge universel, suffrage universel, mensonge universel, c'est-à-dire qu'il ne voit rien de pire que cette situation hein, où on fait voter tout le monde avec toutes les absurdités que ça constitue. Donc pour lui, on ne peut pratiquement pas trouver pire. Mais on peut trouver pire en fait. Hein. On peut trouver pire comment? Eh bien, en élisant des oligarchies qui finalement vont être ceux qui vont voter, hein, pour, par exemple, pour élire le président de la République, et qui sont en réalité bien pires que le peuple. Hein. Ce sont des oligarchies qui, oui, il suffit de regarder la Chambre des députés, hein. Voilà, des gens comme ça qui n'ont aucun sens du bien commun, hein, qui crachent sur le droit naturel, hein, eh bien, je dirais le peuple est plus sain. Hein, et le peuple, en réalité, vous voyez, c'est nous le constat que nous faisons, le peuple en réalité, le peuple français aujourd'hui, hein, quand on lui parle, hein, il est plus sain que les oligarchies qui existent. Et c'est ça qui explique que un García Moreno l'avait très bien compris. Et à mon avis, je dirais Jean-Marie Le Pen, quand il insistait pour les référendums, c'était le même esprit. Il insistait pour les référendums parce qu'il savait que dans un référendum, le peuple voterait mieux que les oligarchies. Alors, il me reste combien de temps? 10 minutes pour parler de l'utilité du vote. Donc, je vais aller assez vite, mais en même temps,
l'idée qui m'est la plus chère, elle est dans la petite partie du temps qui me reste. L'utilité du vote, à partir du moment, hein, vous avez bien compris l'articulation de mon exposé, si c'est moral, on peut aller voter. Hein, et vous pouvez vous présenter, hein, et vous n'allez pas vous faire des nœuds au cerveau. Hein, on peut aller voter. Et il fallait quand même le dire, hein, que moralement, ça se tient. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit que c'était moral, est-ce que c'est utile? Alors, à mon avis, je peux aller assez vite, parce que un certain nombre d'exemples qui nous ont été donnés par nos amis ici présents, hein, par la mairie d'Orange, hein, manifestent bien qu'il y a une véritable utilité, qu'il y a un véritable bien qu'on peut faire. Hein. Monsieur Bompard, qui a mis 24 millions de côté à force d'économie, de gestion, de bon père de famille, alors que la mairie était désespérément déficitaire depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, c'est un homme qui a le bien de sa cité, hein, et qui s'est épargné, hein, qui s'est dépensé à bon escient, qui a refait les orgues de sa cathédrale à Orange, hein, et combien d'autres exemples comme ça. Donc on voit bien que oui, c'est utile. Hein. J'aurais pu vous dire comment un Freppel ou un Keller au XIXe siècle ont été d'un courage extraordinaire à la Chambre des députés, et ont fait un vrai travail aussi à la Chambre des députés. Hein. Plus difficile, mais très réel. Voilà, donc l'utilité, j'insiste pas trop pour ça, elle est bonne. Mais là où je veux en venir, mes chers amis, hein, c'est que, voilà, étant donné les circonstances, c'est difficile d'être... certains se présenteront, ne seront pas élus, et puis il y a beaucoup d'endroits où malheureusement Civitas n'aura pas de gens qui se présenteront. Voilà. Mais je dirais, moi, qu'est-ce qui fait que je souhaite, hein, tant que j'ai mon mot à dire là-dedans, que je souhaite qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui se présentent, à partir du moment où ils sont bien formés, où ils sont suffisamment formés en tout cas. Mes chers amis, ce que je dis est vraiment, je crois, important, c'est la vérité. C'est que, à l'occasion de ces campagnes municipales ou autres, et je dirais présidentielles, s'il y en avait la possibilité, vous avez quelque chose qui se passe, hein, et qui se passe à peu près uniquement dans ces occasions-là, c'est que cette démocratie révolutionnaire, elle est obligée, elle s'oblige à donner des temps de parole aux différents partis, hein, pour pouvoir s'exprimer sur les ondes des radios, des télévisions, hein, de telle manière qu'aux dernières municipales, la possibilité en a été donnée, aux législatives, la possibilité en a été donnée à Civitas. Donc on a entendu sur les ondes nationales que ce qu'il fallait, le bien de la France, c'était quoi? C'était l'abolition de la franc-maçonnerie, la destruction de la loi Taubira, la destruction de la loi Veil. Ça fait du bien quand même. Et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chers amis, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela, pourquoi? Pour deux motifs. Le premier motif, c'est que la vérité, la vérité quand elle est exposée sans concession, sans phare, dans toutes ses articulations, dans toute sa logique, selon ce qu'on appelait l'esprit français autrefois, un esprit qui était clair, un esprit qui savait exprimer les choses, qui savait dire pourquoi on doit faire comme ci ou comme ça. Cette logique de la vérité, elle touche, et elle fait que des personnes, par le biais politique, se tournent de nouveau vers les grandes vérités pérennes et vont jusqu'à la conversion. L'exemple que je cite, qui moi m'a vraiment frappé, et qui je pense illustre très bien ce que je veux dire, c'est l'exemple de cette jeune femme qui s'est présentée à Roanne au municipal, Madame Céline Thomas. Madame Céline Thomas. Elle,
Monsieur Escada sera plus précis que moi et dans l'exposé qu'il fera après, peut-être qu'il... Voilà. Et je pense ne pas me tromper en disant cela. Donc, vous voyez, donc, le programme de Civitas, bien connu, que j'ai répété tout à l'heure, elle, sans peur ni reproche, elle arrive dans son champ, elle arrive dans son quartier, et puis vas-y que voilà, la loi Taubira, la loi Veil, la franc-maçonnerie, voilà. Et c'est son programme. Qu'est-ce qui se passe dans son quartier, où elle est connue, je crois qu'elle présente bien, qu'elle sait bien parler, etc. Elle a fait avec ce programme, chers amis, 10% de voix dans son quartier. Contra factum non fit argumentum. Contre les faits, il n'y a pas d'argument. Les faits sont là. Les faits montrent ce que la logique de la vérité peut faire, quand justement, intelligemment, nous cherchons à l'expliquer, à la présenter comme il le faut. J'ai dit que j'avais deux arguments. Le premier argument, c'est la logique de la vérité, et le deuxième argument, il est surnaturel, et il est donc beaucoup plus important, c'est la confession de la foi. La confession de la foi, mes bien chers amis, elle est un devoir pour tout catholique. Confesser la foi, c'est-à-dire, confesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer à haute voix la foi catholique, lorsqu'elle est bafouée et niée partout. Et vous allez dire, mais oui, mais confession de la foi dans le cadre politique? Oui, confession de la foi dans le cadre politique, c'est-à-dire exprimer que sur le plan politique, notre Seigneur Jésus-Christ est le roi de la circonscription, avec tout ce que ça exprime comme correction énorme que l'on doit faire du code de droit civil, de toutes ces lois infâmes qui sont là. Oui, c'est une confession de la foi. Eh bien, la confession de la foi, elle est récompensée par le bon Dieu. La confession de la foi, quand elle est faite comme on le doit, eh bien, elle touche, elle amène une grâce avec elle, et elle est porteuse de conversion. Eh bien, mes chers amis, imaginez que avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Civitas, vous voyez qu'il y ait des milliers de candidats qui se présentent au municipal et qui partout expriment ce message-là, ce message dans son intégrité, comme il le faut, etc. Je vous garantis que si nous avons ce langage qui est partout tenu en France à tous les niveaux, je ne crois pas du tout que nous reprendrons la France par les urnes. Je suis plus antidémocrate que moi, peut-être dans cette salle, je ne sais pas, mais je ne crois pas que c'est par les urnes qu'on reprendra le pouvoir. Par contre, je crois qu'effectivement, par les urnes, on peut arriver à faire passer la vérité d'une façon si importante, je dirais que je pense que c'est presque plus important encore, cette proclamation de la vérité, que les candidats que nous aurons. Les deux sont très importants, mais la proclamation de la vérité est encore plus importante. Et pour ce bien-là, et même s'il n'y avait que ce bien-là, dût-on n'avoir aucun élu, je suis sûr qu'il y a au moins une personne dans cette salle qui le sera, mais dût-il n'y avoir aucun élu, eh bien, la vérité proclamée aura des fruits extraordinaires. Faut-il encore, après tout cela, répondre à des objections? Monsieur McKenna me laisse 2 minutes, et dans 2 minutes, il faudrait que je traite 7 démons. Je vous cède volontiers une partie de mon temps de parole. Bon, très bien. Voilà. Donc que je traite 7 démons et que je fasse ma conclusion. Donc je traite mes 7 démons et je fais ma conclusion. Les 7 démons, je les ai déjà bien fouettés pendant ma conférence, mais si j'arrive à les tuer, ce sera encore mieux. Donc, premier démon. Mon père, cela me répugne de devoir me soumettre au rituel des urnes républicaines. Réponse. Cher monsieur, la répugnance est un sentiment, mais l'homme catholique doit agir non pas selon les sentiments qu'il éprouve, mais selon la raison éclairée par la foi. C'est ainsi que, selon le sentiment, cela lui répugne sans doute d'aller disposer ses ordures à la décharge publique.
mais selon la raison, il passe par-dessus son sentiment et il y va. La question est donc non pas s'il ressent de la répugnance, mais ce qu'il doit faire en suivant sa raison. Et s'il est catholique, de sa raison éclairée par la foi. Et en admettant, comme nous pensons l'avoir démontré, que le vote dans les circonstances actuelles n'est pas immoral par lui-même et qu'il s'avérait être utile dans un particulier, il doit alors voter en surmontant sa répugnance, même s'il peut laisser peut-être son sac d'ordures devant le... Je n'ai rien dit ici. Deuxièmement, mon père, je n'ai pas envie de me salir les mains. Je n'ai pas envie de me salir les mains. Réponse. Notre réponse sera assez proche de la précédente. Déterminez-vous selon la raison, non pas selon vos envies. Qu'importe de se salir les mains si l'on ne se salit pas l'âme. Or, vous risquez beaucoup plus de vous salir l'âme en agissant selon vos envies qu'en agissant selon votre raison. Dites-vous cela parce que vous ne voulez pas donner votre voix à un mauvais candidat. Il est possible que vous ayez raison. Considérez ce que nous disons de l'objet du vote électif qui est un bien relatif. Vous ne salissez pas votre âme si vous votez tel candidat en vue du bien relatif que vous escomptez. Troisièmement, une voix en plus ou en moins, qu'est-ce que cela veut bien faire? Réponse. On ne juge pas ce que l'on doit faire d'abord sur l'effet qu'on obtiendra ou qu'on n'obtiendra pas, mais sur le jugement moral qu'on porte et qui souvent nous demande d'agir même si on sait que notre action n'aura aucun effet visible. D'autre part, n'oubliez pas que certaines majorités ont été obtenues à une seule voix et ont eu des effets redoutables. Ainsi, le régicide prononcé contre Louis XVI a été voté à 361 voix contre 360. Confère Jacques Isorni, Le vrai procès du roi. Qui peut savoir à l'avance le poids de son abstention? Quatrièmement, mieux vaut dire son chapelet pendant ce temps-là. Réponse, qu'on me permette de nuancer cette bonne pensée. Soit le jugement que l'on a précédemment porté est d'aller voter, et alors il faut y aller, soit le jugement est qu'on n'y était pas tenu, et il peut être alors excellent de dire son chapelet. Remarquons d'ailleurs que la décision, une fois prise, de savoir pour qui on a voté, la formalité de prendre le bulletin, de le déposer dans l'urne, est suffisamment peu absorbante pour l'intelligence pour que vous puissiez, devant les personnes qui vous verront mettre votre bulletin, dire votre chapelet et mettre votre bulletin en même temps. Cinquièmement, c'est du temps perdu. Tout est allé de mal en pis depuis qu'on a dit aux catholiques de voter. Réponse, nous sommes parfaitement conscients que le salut de la France et de la religion ne sortira pas des urnes. Nous sommes également d'accord pour reconnaître que tout va de mal en pis et pour récuser l'illusion de tout ralliement aux institutions républicaines. Nous comprenons que le comte de Chambord ait préconisé l'abstention à une période où le poids de l'abstentionnisme catholique pouvait avoir un impact significatif. Mais nous nous séparons de l'objectant si ce dernier veut dire que le vote des catholiques, à défaut d'arrêter le mal, ne l'a pas réellement freiné, et sur le plan national, et dans les départements et les communes. Des exemples très nombreux pourraient être donnés, des fruits magnifiques obtenus par le dévouement d'édiles catholiques. Tout est allé de mal en pis, oui, mais tout serait allé encore plus vite vers le chaos sans une opposition des catholiques qui s'est en particulier traduite par ces votes. Pour se rendre compte, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la chute libre provoquée par un abstentionnisme total des catholiques lors des élections, il faut considérer l'évolution politique de l'Italie entre la prise de Rome et les premières dérogations aux non-expédites concédées par Saint Pie X. Nous n'entendons nullement objecter à la digne attitude de Pie IX face aux hordes de Garibaldi, mais il faut reconnaître que l'abstention totale des catholiques aux élections gouvernementales avait facilité la montée d'un radicalisme révolutionnaire
dont la violence finit même par impressionner le ministre anticlérical Crispi, qui se mit à rechercher le concours des catholiques, c'est dire si ça allait mal. Et pourtant, le non-expédit n'empêchait pas les catholiques de prendre part aux élections municipales et provinciales. C'est véritablement sous Saint-Pédis, aux élections de 1909 et surtout de 1913, que la situation va se redresser. Cette comparaison est très utile pour se faire une idée de ce qu'il serait advenu de la situation française si, depuis 1848, suffrage universel, l'abstention totale eût été le mot d'ordre des catholiques. Sixième démon, moi j'en reste à la formule de Pie IX. Suffrage universel, mensonge universel. Réponse, je l'ai donné, je passerai vite. Nous donnons notre assentiment à la formule, à la parole de Pie IX. Le suffrage universel est délétère au possible. Mais voilà. Pie IX, parlant de Garcia Moreno ayant rétabli le suffrage universel, qu'est-ce qu'il dit, Pie IX, au sujet de Garcia Moreno qui a rétabli le suffrage universel dans son pays? Ah, si celui-là était un roi puissant, le pape aurait un appui en ce monde. À celui-là, il a été élu au suffrage universel. Et que dit saint Augustin? Saint Augustin dit « Lorsqu'un peuple est sérieux et prudent, moderatus, soucieux de l'intérêt général, il est juste d'établir une loi qui lui permette de se donner à lui-même des magistrats pour administrer les affaires communes. Mais si, se dépravant chaque jour davantage, ce peuple vend ses suffrages et confie le soin de gouverner à d'infâmes scélérats, il est juste qu'on lui retire alors la faculté d'élire ses chefs et qu'on revienne au système du suffrage restreint à quelques personnes sérieuses et compétentes. » Vous voyez que c'est quand même très, gradué et que, je dirais, les élections, comme l'a dit Madame Sigaud hier, existaient autrefois. Et quand un peuple est vertueux, eh bien, on peut étendre le nombre de ceux qui votent. Je ne dis pas que le peuple est vertueux aujourd'hui, il ne l'est pas. Je dis simplement que le peuple est plus vertueux que les oligarchies au pouvoir. Voilà, je conclus. Je voudrais laisser la conclusion au père Ludovic de Besse, l'une des plus belles figures des capucins français au XIXe siècle. Il étonne, le père Ludovic de Besse, par l'accouplement dans ses activités aussi bien de recherche extrêmement mystique sur les œuvres de Saint Jean de la Croix que par le lancement des œuvres sociales les plus hardies et novatrices en faveur de la condition ouvrière. Il faisait tout. Sa vie montre que la plus étroite union à Dieu dans la prière est le fondement vrai et excellent d'une charité fraternelle très active et zélée. Or, c'est justement à la fin d'un petit livre intitulé « Éclaircissement sur les œuvres mystiques de Saint Jean de la Croix ». Que le père Ludovic de Besse se plaint de ce que l'ignorance profonde de la prière amène trop de catholiques à croire que le salut de la France est suspendu à des recettes. Et il cite à son appui un autre prêtre que les prêtres connaissent, qui est le père Poulain, qui est aussi un grand auteur de théologie mystique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Mais écoutez, d'abord, écoutez le père de Besse et après le père Poulain. Écoutez ces gens, examinez ce qu'ils vous proposent. Il est rare que vous ne découvriez pas la plus funeste des illusions, celle qui prétend obtenir à l'aide de quelques petits moyens une intervention miraculeuse de Dieu qui nous sauvera tout seuls en nous dispensant de faire les efforts les plus obligatoires et les plus élémentaires pour nous sauver nous-mêmes. Et le père de Besse. Donc, des prophéties avaient couru en France après la guerre de 70, auxquelles s'accrochaient les catholiques. Et voilà ce que dit le père Poulain. Si encore ces prophéties, quoique sans valeur naturelle, eussent été utiles, si elles avaient poussé les catholiques à lutter, à se concerter savamment pour l'assaut, à user de tous les moyens légaux, à s'initier aux lois et aux affaires pour amener la réalisation des promesses de restauration monarchique et chrétienne. Malheureusement, et c'est là qu'on découvre la queue du serpent, suivant le mot de saint Ignace, ces belles prophéties n'étaient pas inspirées par un esprit aussi pratique, tout au contraire. On y apprenait
que le grand monarque, que Dieu nous garde, arriverait un beau jour, malgré les méchants, et avec une poignée toute petite de gens fidèles. Soudain, le vice serait puni et la vertu récompensée. Les méchants se laisseraient supprimer avec une facilité dont ils ne sont pas coutumiers. C'était fort consolant pour les conservateurs qui pouvaient attendre les pieds sur les chenets que l'ange exterminateur remit tout en place. Plus la tempête augmentait, plus on prenait joyeusement confiance sans quitter le coin du feu. Or, la prophétie disait que lorsque tout paraîtrait perdu, tout serait sauvé. Tant mieux donc si la perte était imminente. Que de chrétiens ont été, à leur insu, désarmés par ces promesses décevantes, ont semblé leur verser un cordial, c'était un narcotique. Voilà donc deux grands noms de la mystique qui nous donnent une belle et verte leçon de réalisme. Nous aimons, mes chers amis, à citer la grande parole de Sainte Jeanne d'Arc, les hommes d'armes combattent et Dieu donne la victoire, mais le tout n'est pas de la citer. La question est de savoir si nous combattons.